Les examens approchent, la panique augmente. Tu es peut-être en train de crier dans ta chambre actuellement, de verser tes meilleures larmes sur ta prise de notes ou de visualiser des projets de vie où ton diplôme n'est pas si nécessaire et que peut-être vendre de la drogue, c'est pas si mal. Bref, j'arrive au bon moment pour toi. Je sais qu'à l'approche des examens, le temps est très précieux, donc on va faire court et efficace. Dans cette vidéo, on va voir comment se préparer aux examens et établir des stratégies de révision efficaces. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Pour préparer ces examens, il faut un point de départ. Et le point de départ, ce n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas ton cours, c'est l'examen en lui-même. Les profs te donnent toujours deux indications essentielles quand ils t'annoncent un examen. Premièrement, ce sur quoi porte l'examen, le cours, la matière, et deuxièmement, la façon dont tu vas être interrogé. Et on va s'attarder sur le deuxième point. On va laisser de côté le premier et on va se focaliser sur le deuxième parce que c'est ce deuxième point que néglige une grande partie des étudiants et qui peut te faire perdre beaucoup de points. Et pour ça, il faut que tu comprennes les attentes que l'on a de toi en fonction de l'examen. Quand tu as des questions de cours, l'examinateur cherche à vérifier que tu connais ton cours. En général, c'est juste un exercice de retranscription et l'objectif, c'est d'arriver à cet examen en connaissant son cours. Généralement, ce sont les questions du style quelle est la définition de ça, quelle est la traduction de ça, en quelle date a eu lieu tel événement, etc. Tu connais, tu transposes. Quand tu as un QCM, c'est un peu différent. L'examinateur cherche à vérifier à quel point tu connais bien tes notions de cours. Le QCM joue sur une illusion de facilité parce qu'il y a des propositions de réponse. Mais si tu ne connais pas ton cours, tu ne vois pas la nuance entre ces propositions et c'est là que le doute et le flou s'installent. Le QCM demande donc une connaissance accrue et profonde de son cours. C'est une des formes d'examen les plus vicieuses et les plus difficiles et c'est la raison pour laquelle une bonne partie des grands concours, hello la médecine, comportent des QCM. Quand tu as une dissertation, c'est encore différent. Ici, l'examinateur ne va pas juste chercher à vérifier si tu connais ton cours. Il veut savoir si tu es capable de mobiliser tes connaissances au service d'une argumentation et d'une réflexion. Quand tu as des exercices type problème dans les matières scientifiques, même chose, l'examinateur ne va pas juste vérifier si tu connais tes théorèmes et tes formules. Il veut voir si tu es capable de comprendre un énoncé et surtout d'utiliser les théorèmes et les notions dans des situations différentes au service d'un raisonnement bien précis. À partir de là, tu peux déjà commencer à réfléchir et mettre en place des stratégies de travail efficaces et cohérentes. Si tu as une dissertation, te contenter d'apprendre ton cours par cœur, ça sert à rien. Si tu as un QCM, connaître son cours de façon trop superficielle, c'est risqué. Si tu as des exercices et que tu refais les exercices que tu as vus en cours et dont tu connais déjà la réponse, tu ne seras pas entraîné efficacement pour te mettre face à des situations différentes et inconnues. Il faut donc que tu partes de l'examen et de la façon dont tu vas être interrogé pour comprendre les attentes de l'examinateur, du professeur, pour mettre en place une stratégie de travail et de révision cohérente et efficace. Maintenant, passons au cours en lui-même. C'est une évidence, quel que soit l'examen, l'objectif, c'est de tester ton niveau de connaissance et la maîtrise de ton sujet. Le problème dans les études aujourd'hui, c'est qu'on a réduit l'apprentissage à de la mémorisation pure. Résultat, on se retrouve avec des étudiants qui connaissent leur cours par cœur alors qu'ils n'y comprennent rien. Ça peut marcher dans certaines matières et dans certains examens, comme on a dit, où il y a juste de la retranscription de connaissances. Les verbes irréguliers en anglais, du vocabulaire, toutes les notions qu'il faut mémoriser dans tous les cas. Mais cette méthode, elle atteint très rapidement ses limites et elle devient même complètement obsolète à partir du moment où on te demande de la précision dans tes connaissances et surtout à partir du moment où on te demande de la réflexion dans tes connaissances. Et c'est le cas dans la plupart des examens à partir de la fin collège, mais surtout à partir du lycée. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? L'idée, c'est avant tout la compréhension avant la mémorisation. Si tu ne comprends pas tes cours, alors il y a un gros problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire, comprendre ses cours? Pour ça, je vais te partager deux exemples tirés d'expériences personnelles avec des élèves. Imaginons que tu as un cours sur la Révolution française à apprendre. Tu peux opter pour la solution de je mémorise tout et j'apprends tout par cœur, et c'est la stratégie que mon élève a employée. Sauf que moi, j'aime bien jouer les abrutis. Donc, je lui pose des questions. Ok, les trois ordres, tiers état, qu'est-ce que c'est? Clergé, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ok, pourquoi il s'est passé ça à tel moment? Et là, silence. Incapable de répondre aux questions. Alors certes, elle avait mémorisé le cours, elle connaissait tout par cœur, mais elle était incapable de m'expliquer et de répondre à mes questions, tout simplement parce qu'elle ne comprenait pas son cours. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Premièrement, se poser plus de questions. C'est quoi la Révolution française? Pourquoi
y a-t-il eu une révolution? Quels sont ces 3 ordres? Qu'y a-t-il dans ces 3 ordres? D'où vient cette révolution? Et là, de cette manière, non seulement l'élève comprend son cours, mais en plus, elle le retient en même temps et elle le retient mieux. Autre exemple, dans une matière scientifique, j'avais un élève qui avait des exercices sur les identités remarquables. Mais le prof, un petit peu vicieux, il leur a donné un exercice sur les identités remarquables dans un triangle rectangle. Donc il fallait mixer 2 leçons de cours, les identités remarquables et le théorème de Pythagore. Et là, c'était le blackout complet pour cet élève parce que il était capable de répondre aux questions des deux côtés, mais il avait du mal à mélanger ces 2 leçons dans cette situation. Il ne comprenait pas l'exercice et l'existence de cette fusion de ces 2 leçons parce qu'en fait, il maîtrisait ces leçons de façon trop superficielle. Comprendre, c'est donc prendre le temps de t'approprier cette notion. Je compare souvent ça au Pokémon. Le Pokémon, tu le vois autour de toi, il est là, mais il ne t'appartient pas. Pour qu'il t'appartienne, faut que tu le captes dans la Pokéball. C'est la même chose quand tu veux comprendre les cours. C'est pas parce que tu vois de l'information que tu la comprends et donc que tu vas la retenir. Il faut attraper l'information et se l'approprier. Et s'approprier cette notion, c'est chercher à savoir ce que ça veut dire, ce que ça implique, le fameux pourquoi. À partir de là, tu pourras commencer à faire des fiches véritablement efficaces. Tu pourras noter simplement, clairement, les notions que tu cherches à apprendre parce que tu les connais mieux, parce que tu les comprends mieux. Tu auras une vision plus claire de ton cours, tu comprendras le fil conducteur et tu comprendras ce qu'on a voulu t'enseigner et tu pourras passer ensuite à la phase d'entraînement. Durant cette phase d'entraînement, tu pourras t'entraîner en te questionnant, en te faisant des exercices, mais surtout en faisant des exercices qui ressemblent aux examens que tu vas avoir. Si tu as une dissertation, tu vas t'entraîner en faisant des plans de dissertation, en te focalisant sur la méthodologie et en appliquant. Si tu as des exercices, tu vas faire de nouveaux exercices et tu augmentes progressivement la difficulté de ces exercices. Si tu as une étude de documents, tu vas t'entraîner avec des documents, en lisant des documents, en essayant d'extraire les informations de ces documents et en les reliant avec les informations de ton cours, pour mieux les comprendre, mieux les analyser, pour mieux les interpréter. Tout ça paraît long, ça demande du temps, oui, et justement, parlons du temps. Pour mettre en place une organisation de travail efficace, on doit penser le temps sous plusieurs aspects. Premièrement, le temps dont on dispose jusqu'à l'examen, mais surtout, deuxièmement, le temps dont on dispose réellement pour se préparer à l'examen. Si, admettons, j'ai un examen le 18 décembre, je tourne le 8, il reste 10 jours, j'ai 10 jours jusqu'à l'examen. Mais pendant ces 10 jours, de combien de temps est-ce que je dispose réellement pour pouvoir travailler? Et surtout, quel est mon niveau de base? De combien de temps ai-je réellement besoin pour atteindre les objectifs fixés par les examens et ainsi le réussir? Globalement, apprendre, ça demande de la répétition. Donc, si tu veux bien te préparer pour tes examens, la stratégie de j'étudie une matière par jour, chaque jour, ça va pas. Pourquoi? Parce que, imaginons, tu as 9 matières et tu en révises une par jour. Ça veut dire que la première matière, il te faudra 9 jours pour la revoir et d'ici les 9 jours, tu auras oublié une grande partie. Par contre, si tu travailles 3 matières par jour, tu reviendras sur la matière tous les 3 jours. Et là, tu pourras réviser de façon plus efficace et à force de répétition, tu auras une meilleure rétention d'informations. Tu pourrais me dire oui, mais bon, j'aurai pas assez de temps pour voir toute la matière. Et c'est vrai, mais en même temps, tu as passé des semaines et des mois à traverser, à découvrir ces chapitres de cours. Donc tu peux pas tout réviser juste en quelques heures. C'est pas cohérent. Quand tu fais ça, tu fais de l'apprentissage une action. Alors que l'apprentissage, c'est un processus. C'est un processus qui demande du temps et de la répétition. Donc, durant ton temps de travail pour te préparer à ton examen, il faudra que tu mettes en place plusieurs sessions de travail, plus courtes peut-être, mais pendant lesquelles tu pourras revenir sur l'information de façon plus régulière. Et pour que tu comprennes mieux, voici un exemple. Voici un exemple à l'écran d'une organisation que tu peux mettre en place pour te préparer efficacement à des examens. Donc, tu as les matières, le nombre de jours qui restent avant l'examen et surtout le type d'examen que c'est. On va commencer par la première, c'est la SVT, une étude de documents. Qu'est-ce que suggère une étude de documents? Ça suggère de maîtriser son cours, de savoir de quoi on parle. Donc, on va devoir faire une fiche récapitulative, une synthèse, revenir dessus, faire des recherches si nécessaire, mais surtout s'entraîner à faire des études de documents, à analyser des documents, interpréter des données, extraire des informations et les mettre en lien avec le cours et les informations que l'on connaît. C'est la même chose pour l'histoire où il y a une étude de documents où le type d'entraînement va être le même. Pour les matières littéraires type français, histoire encore avec la question problématisée et la philosophie, ce sont des exercices d'argumentation et de réflexion. Donc il faut connaître également son cours, il faut avoir une bonne maîtrise de son cours, le comprendre les différents thèmes, les figures de style, les références, le genre littéraire pour le français,
Pour l'histoire, les dates, le contexte historique, les événements, faire des recherches si nécessaire. En dissertation de philo, même chose, les courants philosophiques, faire des recherches éventuellement sur des philosophes. Et ensuite, s'entraîner non-stop à faire commentaires de texte, des dissertations, des questions problématisées, à comprendre le plan pour créer ce genre d'argumentation et s'entraîner. Pour les langues étrangères, comme l'espagnol et l'anglais qui sont notés, ce sont des compréhensions de texte et des questions. Donc ça nécessite de retravailler évidemment ces langues-là et d'être au clair avec le vocabulaire à connaître, la grammaire, la conjugaison, être au clair avec la construction et la structure de ces phrases dans ces langues étrangères et bien évidemment s'entraîner en faisant des compréhensions de texte. Et enfin, pour les matières scientifiques, comme les maths et la physique ici, où il y a des exercices, même chose, il faut avoir une bonne compréhension de son cours, donc revenir sur le cours, c'est hyper important, faire une fiche récapitulative, c'est important pour voir si on comprend bien les théorèmes, et ensuite faire non-stop des exercices avec une difficulté crescendo pour faire des exercices de plus en plus compliqués qui nous confrontent de plus en plus à la complexité, avec une mention en physique avec le QCM, où il faudra avoir une connaissance bien pointue des notions de cours et de s'exercer aussi en conséquence. Avec un tableau comme ça, en fait, tu mets en lumière le type de travail que tu as à effectuer pour réussir ton examen et donc faire le travail nécessaire, utile, cohérent et efficace pour atteindre les objectifs et les attentes de l'examen en question. Donc, comme tu peux le constater dans le tableau, chaque matière, en fonction du travail qu'on te demande, va te demander un travail différent, va te demander une préparation différente. Et un tel tableau peut te permettre de mettre en place une organisation de travail. Tu peux même rajouter une dernière colonne où tu vas noter le nombre de sessions dont tu as besoin pour te permettre d'arriver à ces objectifs en fonction de la difficulté ou de la facilité que tu as aussi dans certaines matières. Je te donne un exemple. Si tu es super doué en anglais et en espagnol, tu sais que tu auras besoin de beaucoup moins de temps de travail qu'une matière comme la physique, imaginons, ou les maths, où là, tu sais que tu as besoin de beaucoup plus de temps et donc tu vas mettre en place beaucoup plus de sessions de travail parce que tu as besoin de plus de temps pour arriver à ces objectifs-là. Voilà, c'est un tableau que tu peux mettre en place et tu comprends mieux comment on met en place des stratégies de travail efficaces en fonction de ce qu'on attend de toi. Et enfin, rappelle-toi de cette phrase qui est très très importante. Il vaut mieux connaître de façon profonde et qualitative 65-70% de son cours plutôt que de connaître de façon superficielle 100% de son cours. Rappelle-toi de cette phrase, elle est super importante parce qu'elle te permet de comprendre que la qualité prévaut toujours sur la quantité. Pour résumer, dans une stratégie de révision efficace, on analyse la façon dont on va être évalué, on pose les notions, les cours, les chapitres qu'on doit connaître, on évalue le temps dont on dispose et les sessions de travail qu'on peut mettre en place, on met en place une stratégie de travail dans laquelle on révise le cours, certes, mais surtout, on se prépare correctement en testant ses connaissances et en se testant dans des situations qui sont similaires à celles de l'examen. Et on se corrige en analysant ses erreurs et on regarde si on a besoin de revoir certaines notions de cours, si on a mal compris l'énoncé, si on a mal compris la question, si on a mal compris la méthodologie de l'examen en question, etc. On révise les connaissances et on applique les connaissances dans des situations similaires à celles des examens. Et tu verras que tes révisions, elles seront beaucoup plus efficaces parce qu'elles sont cohérentes avec ce qui t'attend le jour de l'examen et ça t'évitera de t'éparpiller et de ne pas savoir quoi faire pour réussir tes examens. Et pour terminer, j'aimerais te partager cette métaphore que je partage souvent avec mes élèves. Les études, c'est comme le décathlon. Le décathlon en athlétisme, c'est une discipline dans laquelle il y a 10 épreuves. 10 épreuves différentes, de la course de fond, du sprint, du lancer de javelot, du lancer de poids et d'autres épreuves. Ces 10 épreuves sont différentes et elles demandent donc des préparations différentes. On ne prépare pas les épreuves de sprint et de course de fond de la même manière et pourtant dans les deux, on court. Alors oui, on court, mais on ne court pas de la même manière et donc on doit se préparer de façon différente. Le lancer de javelot et le lancer de poids, ce sont deux épreuves différentes. Pourtant dans les deux, on lance quelque chose, mais on ne lance pas la même chose, donc ça demande deux préparations différentes. Et bien ici, c'est la même chose. Tu ne peux pas apprendre l'intégralité de tes cours par cœur dans toutes les matières alors que tu as des examens qui sont différents dans la forme et te plaindre que tu ne réussis pas tes examens. Parce que dans le décathlon, c'est comme si tu ne faisais
que courir et que tu te plains de ne réussir qu'une épreuve sur les 10. Mais en fait, c'est normal parce que tu t'es pas préparé correctement et de façon cohérente pour les autres épreuves. C'est la même chose. Fais preuve de cohérence dans tes révisions et dans ta stratégie de travail pour atteindre les objectifs qui sont fixés par les examens en question et ainsi briller lors de tes examens et réussir tes études. Et pour conclure, un excellent étudiant, c'est pas un étudiant qui a une mémoire phénoménale. Un excellent étudiant, c'est un étudiant qui réfléchit sur ce qu'il apprend. Il comprend ce qu'on attend de lui pour se préparer au mieux et ainsi briller lors des examens. Tu as largement les capacités intellectuelles et l'intelligence de réussir tes examens. Il faut juste que tu mettes en place une stratégie qui soit cohérente avec ce qu'on attend de toi. Alors mets en place ces stratégies de travail en te posant les bonnes questions, en mettant de la qualité et de la profondeur dans ton travail. Comprends avant d'apprendre, pose-toi la question du pourquoi avant le comment. Il me reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour tes examens. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Toi-même tu sais. Et je te souhaite de cartonner tes examens. C'était Samira. Peace.